Je viens de passer 24 heures avec Guillaume Play qui nous a expliqué comment ils ont fait pour devenir numéro 1 avec leur média Legend. Aujourd'hui, Legend s'est passé de 0 à 2 500 000 abonnés sur YouTube en seulement 2 ans et 4 mois, donc c'est juste ouf. Et ça fait tous les mois des centaines de millions de vues, toutes plateformes confondues. Pour vous mettre un petit peu de contexte, Guillaume Play, normalement, il donne jamais de conférences. Mais là, il est venu pour en donner une exceptionnellement au sein du Mastermind Squared, qui est animé par Romain Collignon et son équipe, qu'on embrasse s'ils regardent cette vidéo, qui est un mastermind pour tous les pros de l'accompagnement qui veulent développer une activité en ligne. Donc ce qu'il nous a partagé là, en fait c'est un truc qu'on retrouve nulle part sur internet, donc c'était vraiment des pépites. Moi j'ai pris mes petites notes et aujourd'hui je vais vous raconter ce qu'il nous a partagé dans la limite de ce que je peux diffuser, parce qu'il nous a aussi partagé des trucs confidentiels et donc l'idée c'est pas qu'on raconte tout ce qu'il a dit. Sur le mastermind c'était hyper intense, donc j'ai pas forcément eu le temps de prendre la caméra et de tout vous raconter en live, mais du coup là on est en vacances, on est à la plage, c'était le moment idéal pour me poser et vous partager tout ça. C'est parti. Alors d'abord, il nous a expliqué comment il s'y est pris pour lancer le média. En fait, lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est fait une espèce de benchmark de 6 mois où il allait voir du coup tout ce qui se faisait sur le marché, tous les autres podcasts, tout ce qui marchait, tout ce qui avait été déjà peut-être aussi trop poncé. Et il s'est aperçu qu'à cette époque-là, ce qui cartonnait, c'était les shorts, les contenus de plus en plus courts, etc. Et eux, du coup, ils ont pris le contre-pied et ils sont partis sur du très très long. Les Legend, aujourd'hui, les émissions, elles durent plus de 2 heures généralement. Et donc, c'était une espèce de contre-pied au moment où ils se sont lancés en 2023 et où il n'y avait pas encore tant d'émissions si longues que ça. Ils ont été directement all-in sur le lancement. On dirait pas vu comme ça parce qu'ils ont un studio qui est extrêmement quali et tout, mais c'est vraiment fait à la débrouille. Ce qu'il nous racontait, c'est que voilà, lui, ne serait-ce que pour trouver par exemple le fauteuil sur lequel ils font les interviews, il a passé 2 mois. Il a testé des dizaines de fauteuils, etc. parce qu'il voulait le fauteuil parfait pour avoir à la fois la position assis tranquille et la position un petit peu mis en avant, enfin voilà, sur les genoux, sans que la personne soit trop avachie non plus, etc. Et donc, il y a vraiment un goût du détail qui a été mis. Pareil, pour les murs, ils ont testé plein de sortes de moquettes différentes pour voir laquelle allait refléter le mieux la lumière. Ils ont testé différentes lumières, etc. Ils ont mis vraiment… En fait, il a mis du cœur dans le produit pour faire le plus beau produit possible. Et ça, c'est assez inspirant. À l'heure où voilà, on parle toujours d'efficacité, de comment en faire le moins possible pour avoir le plus gros ROI sur nos efforts, de levier, tout ça. De voir aussi des gens qui sont arrivés plus avec l'angle de la passion et de l'artisan passionné et qui ont fait vraiment un truc très très cool. Ça vient aussi amener un point sur le niveau de standard qualité qu'ils ont posé avec les jeunes, puisque ce qu'ils nous expliquaient, c'est que très régulièrement, en fait, ils enregistrent des émissions, mais ils ne les sortent pas. Parce que voilà, ils regardent l'émission et ils disent « Est-ce que c'est un truc que j'aurais aimé voir ?» Non, si c'est pas au niveau, en fait, on ne sort pas l'émission. Parce que voilà, on a une forme de respect envers notre public, on ne va pas sortir des bouses et du coup ça c'est un truc qui est assez marquant. Lui il disait qu'il ne supprimait pas forcément les émissions, mais c'est plutôt écoute, là l'émission en l'état on ne peut pas la sortir, on n'a pas encore trouvé le truc, l'angle, le machin, donc on la garde en stock pour l'instant, on verra ce qu'on en fait et voilà. Mais peut-être que des émissions ne sortiront jamais et c'est la vie. Ils ont décidé de jouer au jeu du temps long, c'est le jeu de l'émission. On pourrait croire comme ça que c'est juste des discussions un petit peu à bâton rompu, un peu à la cool, avec Guillaume qui est curieux, mais il n'en est rien. C'est beaucoup plus travaillé qu'on peut le penser et justement il nous a partagé un peu tout leur process que je vais vous partager aussi un peu plus tard dans la vidéo pour faire des gros bangers et leur stratégie aussi de croissance qui leur ont permis de monter très très vite sans mettre de pub, d'acheter des vues ou autre. Ça pareil, je vais vous partager ça juste après. Pour le jeu du temps long, en fait tout est monté. L'émission c'est pas juste la conversation qui est mise telle quelle, mais ils coupent dans le gras en fait. C'est-à-dire qu'il y a des passages entiers qui sont coupés, il y a des trucs qui sont coupés. Pareil, ils ont une forme de respect envers les invités. Il nous a dit jamais tu verras dans Legend quelqu'un se gratter le nez à la caméra. Mais en fait, tout est checké et il y a voilà, des changements de cam, des trucs. Bon, c'est assez classique. Quand même important de se le rappeler qu'on est quand même sur un jeu de créer des contenus qui vont garder l'attention. Et donc ça passe parfois par élaguer. Les Américains, ils appellent ça le Murder Your Darling Effect. C'est-à-dire que des fois, tu as mis de l'énergie pour tourner à une séquence, une scène, etc. Et en fait, si tu t'aperçois que la vidéo se porterait mieux en la retirant et que le watch time, la rétention d'attention serait meilleure, des fois, il ne faut pas hésiter à couper des séquences entières, même si elles t'ont demandé des milliers d'euros au tournage, beaucoup d'efforts et tout. Là, c'est un peu pareil. Tu as des bouts de conversation qui sont complètement dégagés, même si ça peut être intéressant. Si finalement, ça risque de faire drop l'attention, on préfère
maximiser le potentiel de l'émission globale que d'une séquence, et donc on n'hésite pas à couper. Ce qu'ils nous disaient, c'est que eux, au début, ils mettaient pas du tout sur Spotify en audio leur show, parce qu'ils se disaient, nous, c'est un podcast vidéo. Un jour, je crois que je sais plus qui l'a tanné pour le faire, donc il s'est dit, je vais quand même le faire. Il a mis le premier épisode en audio, et là, ça a fait 300 écoutes. Ce qui est totalement nul parce qu'il faisait déjà des centaines de milliers, si ce n'est des millions de vues sur le podcast vidéo. Puis ils ont quand même continué. Puis ça a fait 3 000, puis 30 000, puis 300 000. Aujourd'hui, ils sont les premiers en podcast audio. Donc tout ça pour dire que parfois, les innovations, elles viennent au fur et à mesure. Et parfois, on a notre run où en fait on est sur notre rythme de croisière, on produit ce qui fonctionne pour nous. Mais c'est cool d'avoir aussi un petit 15% de notre espace dédié à de la R&D parce que c'est ces innovations d'aujourd'hui qui feront les grands succès de demain. Et aujourd'hui, voilà, ils sont premiers, donc c'est assez dingo. Ils sont passés de 1 émission par semaine à 2, à 3, à aujourd'hui autour de 4, sachant que j'enregistre cette vidéo autour du 10 juillet, enfin le 10 juillet 2025. Donc ils ont aussi augmenté crescendo la charge, ce qui leur a permis d'augmenter la portée de leurs médias, d'augmenter aussi leur flexibilité éditoriale, et ça on va en parler juste après parce que ça c'est un truc, je vais poser la question, il nous a apporté des petits tips vraiment cool, et ça a nécessité d'avoir un véritable process pour pouvoir sortir ce genre de volume. J'aimerais qu'on parle de leur stratégie de lancement, comment ils ont construit leur grille édito, et après on reviendra justement sur le process qui permet de soutenir toute cette stratégie. Eux, en fait, leur stratégie de lancement, et c'était assez apaisant à entendre, c'est pas de stratégie. Ils n'ont pas fait de méga lancement. Ils nous disaient que quand tu es trop attendu, en fait c'est chaud parce que tu peux aussi te fail. Et lui, il vient du monde de la télé, de la radio, donc les lancements d'émissions qui fail, ça existe. Il y a des émissions en plateau télé qui sont passées et qui ont pas fait les audiences et qui au bout de la deuxième émission sont déprogrammées. D'ailleurs, je crois que tu avais une émission qui avait fait un bid interstellaire donc c'était Laurent Ruquier, Les Noobs ou un truc comme ça, où c'est un truc qui devait faire un carton et en fait c'est sorti, audience pas là, 2 émissions, bim, déprogrammées, c'est fini. Donc ça, c'est des trucs qui arrivent vraiment. Et donc lui, il a plutôt misé sur une stratégie de faire un soft launch, c'est-à-dire on lance tranquillement, il n'y a pas d'énormes annonces, d'attente et tout. Il n'est pas allé voir les journalistes ou autres pour lancer. Et il a dit, en fait, voilà, si le produit est bon, ça va se faire tout seul. Et il a plutôt une approche product first qui est intéressante et qui change un peu de ce qu'on voit aussi parfois dans l'entrepreneuriat en ligne où en fait 90% des contenus parlent d'acquisition, de vente, mais personne ne parle réellement de produits, de comment on fait des produits quali. En tout cas dans l'industrie, on va dire en ligne, des boîtes en ligne. Et donc là, c'est vraiment une approche product first. Et justement, ils ont eu un enjeu de vraiment définir la ligne édito et de s'y tenir. Lui, ce qu'il nous expliquait, c'est qu'il y avait quand même une intention éditoriale et en fait, tout partait de son pourquoi. On sentait que le mec, il est passionné et finalement, lui, ce qu'il nous expliquait, c'est que sa mission un petit peu, c'était de dire, voilà, on est 70 millions à vivre en France et en fait, on ne se comprend pas et c'est important de donner la parole à tout le monde et de comprendre tous les métiers qui existent, les profils psychologiques, etc. Comprendre pourquoi les gens pensent comme ils pensent. Donc, par exemple, ils ont fait une émission avec un platiste qui pense que la Terre est plate. Voilà. Qu'est-ce qui l'a amené à penser ça? Comment il raisonne? Ils ont fait avec un psychopathe aussi qui représente peut-être 5% de la population. Mais comment un psychopathe ou quelqu'un qui a des tendances psychopathiques, ça réfléchit? Ils ont fait avec tous les bords politiques, avec tous les corps de métier, etc. Et lui, sa mission, c'était un peu de dire il faut qu'on se comprenne en fait, si on veut construire quelque chose de grand ensemble. Lui, il nous expliquait aussi en off, parce qu'après, il est resté avec nous la journée, on a mangé ensemble, etc. Que lui, voilà, dans sa famille, il y a des gens qui avaient fait l'armée, etc. Donc il y avait cette notion de mission un peu sociétale et que lui retrouvait à travers le média. Et ça se sentait en fait à travers sa conf, parce qu'on parle souvent de grandes stratégies, voilà, là, il faut faire des ads, il faut faire ci, ça. Là, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est un mec passionné qui se donne les moyens de faire marcher son projet, et après les stratégies, on va dire c'est les détails, quoi, c'est le comment, mais finalement en fin de compte il a vraiment mené ça à la passion. Et justement la ligne édito, elle vient aussi de là. Lui s'est dit avec son équipe, bien sûr, parce que Legend aujourd'hui c'est des dizaines de personnes, je crois qu'ils sont une quarantaine et qu'ils prévoient de passer à 60, 70 rapidement, mais c'est que en fait la mission c'est de toucher tous les Français et que sur une semaine d'émission, il y a une émission qui puisse toucher tout le monde.
Donc par exemple, s'il y a 4 émissions, bah ok, peut-être qu'il va y avoir une émission Legend Business où là ils vont recevoir des entrepreneurs et parler business, et là ça va toucher, on va dire, les patrons, les gens dans la sphère entrepreneuriale française. Mais peut-être que l'émission d'après, ils vont recevoir en fait Nicolas Sarkozy, et là ça va toucher d'un coup tous les CSP+, tous les cadres dirigeants, tous les cadres, pardon, les gens de 50 ans, etc. Et puis l'émission d'après, elle va peut-être toucher tous les jeunes, et en fait leur volumétrie, leur audience, ils l'adressent sur la semaine, et c'est de dire en fait la combinaison de leur émission doit pouvoir toucher tout le monde. Et en fait, dans cette logique d'avoir, moi je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas peur quand tu sors un Legend Business par exemple, de dire en fait là tu as une audience qui te suit, qui est hyper mainstream, où tu leur proposes des contenus sur voilà, comment un mec des forces spéciales fait son métier, comment un mec un psychopathe pense et tout. Et là, le lendemain, tu lui sors une émission en fait, sur les chefs d'entreprise et sur le business. Est-ce que tu n'as pas peur que du coup ton audience ne te suive pas et que en fin de compte, tu crées une audience hétérogène et que les gens ils s'abonnent pour une raison, mais en fait ils ne retrouvent pas ce pourquoi ils se sont abonnés, et du coup tu détériores ton audience. Et lui m'a dit non. En fait, comme on fait 3 voire 4 émissions par semaine, on n'a pas cette peur-là, parce que c'est ok de faire un épisode un peu plus niche, parce qu'on sait qu'en fait l'émission d'après elle n'arrive pas une semaine après, mais elle arrive peut-être 2 jours après. Et donc c'est ok de parfois avoir des émissions qui touchent plutôt une sphère de l'audience et qui ne touchent pas les autres, et ça ne va pas détruire notre média. Au contraire, ça fait qu'il y en a pour tout le monde si tu prends sur une semaine. Et ça, j'avais trouvé ça assez intéressant vu comme ça, de se dire que voilà, de voir cette grille édito avec plus de recul que j'ai peur de sortir ma vidéo parce que ça ne va pas marcher. Et avec ça, entre les contenus longs et courts, ils font 190 millions de vues par semaine. C'est juste colossal, et on va parler du modèle de monétisation juste après. Mais d'abord, ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'ils ont, eux, opté pour une stratégie où il y a très peu de temporalité dans leurs médias. C'est-à-dire que les contenus sont faits pour ne pas périmer. Si vous regardez bien dans une émission de Legend, Guillaume Pley ne va jamais dire de date, il ne va jamais analyser des actus. Et même quand il invite des gens pour parler de leur film, etc., il ne va pas dire ton film qui vient de sortir le 7 juillet, il va dire le film qui va sortir ou ton film qui vient de sortir, ou des trucs comme ça, mais ça va être assez intemporel comme contenu, et ça c'est assez intéressant. Son objectif c'est aussi de mettre en avant davantage son équipe, et là peu à peu il commence à faire venir des gens sur le média de l'équipe qui font les interviews. Aujourd'hui c'est Guillaume qui faisait 100% des interviews, maintenant l'objectif c'est qu'il puisse en faire peut-être que la moitié ou un peu moins, et ça on va parler process encore après aussi. Il y a pas mal de choses à dire, donc voilà, j'essaie de vous restituer tout ça un peu à chaud après le mastermind. Dites-moi si ça vous intéresse, et si vous voulez qu'on creuse davantage ces sujets médias, ce sera avec plaisir dans d'autres vidéos. D'ailleurs, moi je suis en train de lancer un média qui n'est pas encore sorti, mais du coup ce sera l'occasion d'appliquer le playbook, et vous pourrez voir, je pense que je vais documenter sur cette chaîne à quoi ça va ressembler pour que vous puissiez voir du coup de zéro jusqu'à un média qui cartonne, voire toute l'épopée. Bref, parenthèse fermée. Modèle de monétisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les médias, il y a beaucoup de médias qui perdent de l'argent en France, et qui sont en fait plutôt des manières de contrôler l'opinion publique, etc., de la part de grands groupes, que des vrais business models en tant que tels. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends de ma grille de lecture actuelle des médias. N'hésitez pas à compléter en commentaire si vous voyez ça autrement. Mais il y a beaucoup de médias qui sont basés sur une seule branche de monétisation, à savoir les annonceurs, la publicité, et qui vont perdre de l'argent. Chez Legend, eux, ils ont vraiment diversifié. Ils ont aujourd'hui, alors je ne vais pas pouvoir tout vous dire là-dessus parce qu'il nous a dit qu'il ne voulait pas forcément qu'on dévoile tout, mais en gros, ils ont plein de sources de monétisation. Ils n'ont pas que les revenus pub. Donc certes, ils ont les revenus pub de Meta, etc., de YouTube et tout ça, mais le problème, si tu n'as que ça, c'est que voilà, du jour au lendemain, Meta divise par 4 les revenus pub, en fait, ta boîte, elle n'est pas très pérenne. Eux, ils ont en fait lancé des verticales. Ils ont par exemple Legend Business où tu peux payer pour passer sur une émission. Ils ont aussi lancé un shop récemment. Ils ont les revenus pub. Ils ont des partenariats. Ils ont plein d'autres trucs qui se mettent en place. Et ils ont en fait des dizaines de sources de monétisation. Donc ça, c'est intéressant de penser de diversifier. C'est ça lui qui nous expliquait quand tu as un média. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez lancer du média, il y a pas mal de manières de voir le truc. Est-ce que le média, c'est un canal de vente pour votre boîte? Auquel cas, on est sur plus une stratégie de conversion, un peu qu'on pourrait appeler low view high ticket, petite audience hyper nichée. Est-ce qu'au contraire, vous avez une posture de personne qui va évangéliser un message sur votre marché? Par exemple, vous êtes vous vendez au B2C, mass market, et vous avez un enjeu de marketing fort,
de faire entrer des nouvelles idées dans l'imaginaire commun. Et dans ce cas, peut-être que votre média il va vous servir à faire ça, ou à faire de la réassurance aussi, à crédibiliser votre image. Bref, il peut y avoir plein de manières de monétiser du média. Là, en l'occurrence, Legend, le média et le business en lui-même. Donc c'est pour ça qu'ils monétisent avec de la publicité, ce genre de trucs. Maintenant, on va parler un peu de leur process pour construire une émission Legend. On pourrait croire que c'est simple, que voilà, juste on s'assoit sur un fauteuil et on discute, mais il n'en est rien. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que vous doutez bien que déjà, pour faire 3 émissions par semaine, il faut avoir du pipe d'invités de qualité à recevoir. Alors oui, Guillaume Play, il a du réseau parce qu'il vient du monde de la télé, de la radio, enfin de la radio en l'occurrence, et donc il connaît déjà du monde. Mais il y a quand même un enjeu d'avoir toujours des nouvelles personnes qui arrivent et des profils intéressants. Donc eux, ils ont un vrai process de chasse entre guillemets. Mais en fait, il faut vraiment voir son pipe d'invités comme un pipe commercial avec des opportunités qu'on va venir travailler sur le long terme. Donc au début, ça passe par vraiment jeter des hameçons et il y a vraiment une phase de trouver les gens à qui on va vouloir parler. Eux, ils ont énormément d'entrants, de demandes entrantes à traiter, mais ils n'ont pas que ça puisque parfois ça va être simplement au détour d'une soirée, une conversation, quelque chose qui va être intéressant. Et en fait, la chasse, elle se fait un peu tout le temps. Et c'est exactement pareil qu'en prospection commerciale. Si vous êtes fondateur de boîte et que vous voulez vendre vos services, ok, vous avez peut-être une liste de prospection. OK, que vous avez contacté, vous avez peut-être allé avoir aussi de la demande entrante, des gens qui vous contactent, mais il va aussi se passer que des fois vous allez être à un événement, vous êtes à une soirée, un truc où vous n'y attendez pas du tout, et là vous allez rencontrer la pépite, et en fait c'est tout le temps que ça se passe, et pour ça il faut avoir la passion, parce que si c'est une corvée de trouver ses invités, ça ne marchera jamais très bien, alors que si vous êtes comme un Guillaume Play qui est dans une soirée, qui est passionné de ce qu'il fait, qui est curieux, et qui d'un cas va se mettre à poser plein de questions à son voisin, et bim, va trouver un nouvel invité, ça va être plus facile. Ils ont 3 programmateurs dans l'équipe qui vont en fait prioriser les sujets, qui vont dire lui peut-être il y a un truc à creuser, etc. Et qui vont même aller enquêter parfois. Donc par exemple, ils nous racontaient que pour l'émission sur les platistes, forcément si tu appelles un platiste, donc quelqu'un qui pense que la Terre est plate, et tu lui dis je suis journaliste, j'ai envie de faire une émission sur toi, le mec il sent le piège, il vient pas. Et donc il y a un enjeu de se rapprocher un peu, de gagner la confiance et tout. Et il nous disait qu'il y avait des membres de leur équipe, enfin un membre de leur équipe qui était allé intégrer des groupes Facebook de platistes, etc. pour s'imprégner de comment ils pensaient tout ça. Voilà, il y a un vrai travail de détective en fait, quasiment dans certains cas. D'ailleurs, il nous disait qu'à la fin, le gars était venu le voir en lui disant faut que tu me sortes du projet parce que là, ça fait 3 mois que je suis dans des groupes de platistes, je commence à y croire, sors-moi de là, tu vois. Donc ça, c'était assez marrant. Et ensuite, il y a un petit process de média training pour les invités. Donc les invités, ils vont venir et pendant 20 minutes, ils vont un peu se faire média traîner sur les bonnes pratiques pour bien passer à la caméra et tout. Du style, en fait, utilise pas des mots dans l'interview que tu n'aurais pas utilisé dans la vraie vie. Et c'est pas d'exagérer ta personnalité ou de trop en faire parce que ça ne marchera pas. Il faut que tu trouves un peu ton diapason, ta fréquence. L'idée, c'est que tu sois toi-même. Si tu essaies de te retenir, ça ne va pas être top. Si tu veux en faire trop, ça ne va pas être top non plus. Donc bref, il y a vraiment un truc de briefer l'invité pendant une vingtaine de minutes et surtout de préparer l'émission parce que l'émission, elle est vraiment préparée. Avant chaque émission, en fait, il y a des auteurs qui bossent sur l'émission, qui vont aller se renseigner sur le sujet, qui vont aller se taper tous les bouquins sur le sujet, qui vont lire les livres de l'invité si l'invité en a créé, etc. Vous voyez, pendant les émissions, Guillaume, il a des petites fiches. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a, pour une émission, il a généralement 40 pages de fiches qui contiennent de quoi faire à peu près 5 émissions. Là, je trouve ça super intéressant de voir le niveau d'exigence dans la préparation des émissions. Et on va voir aussi ce que ça implique sur le workflow de Guillaume et son équilibre de travail, etc. Parce que ça, il nous a partagé aussi un peu comment ça fonctionnait. Mais vraiment, il n'y a vraiment rien qui est laissé au hasard, quoi. C'est un truc de fou. Ils respectent les invités, ils respectent leur audience, ils maîtrisent leur sujet, ils font ça vraiment comme des pros. Ils sont des dizaines dans l'équipe aussi, donc ça aide. Mais encore une fois, cette équipe, ils nous disaient qu'ils l'ont fait grossir en fait, en bon père de famille. Il a recruté les gens un par un, 2 par 2. Il n'a pas fait un maxi scale. Il a vraiment pris au fur et à mesure que les revenus augmentaient. Il a tout réinvesti dans le média. Et il nous disait vraiment, moi en fait, qu'est-ce que j'irai sortir des tonnes d'argent ? Moi, en gros, je veux ma baraque, je veux pouvoir partir en vacances tranquille. Et puis à part ça, je réinvestis dans mon projet, c'est mon bébé, quoi. Assez inspirant aussi là-dessus, la logique de bon père de famille et qui réinvestit dans son projet. Lui, c'est plutôt le créatif, le passionné qui construit, qui développe. Et à côté, il a des associés qui gèrent. Et d'ailleurs, quand il nous a partagé un peu son emploi du temps, on a vite compris que, il ne pouvait pas être partout, le gars. Parce que lui, en fait, au début du média, ils enregistraient 8 émissions par jour. Sachant que c'était du format plus court au début, de plutôt 30 minutes.
D'ailleurs, truc intéressant, ils se sont aperçus que l'audience était frustrée d'avoir que 30 minutes avec des gros invités qui se sont exprimés nulle part. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'après, ils sont passés à 1h30, 2h en écoutant l'audience. Donc encore une fois, écouter l'audience et parfois créer ce que les gens veulent, c'est vraiment une bonne pratique. Maintenant, ils enregistrent 3-4 émissions par jour plutôt, mais c'est quand même assez colossal. Et lui, en fait, sa journée, globalement, ça consiste à préparer les interviews qui vont se passer un peu le lendemain en allant lire toutes les fiches qu'on lui a préparées, regarder tous les films, etc. Des personnes qui vont être reçues, puis enregistrer en fait 3-4 interviews par jour. Et après, review les interviews parce que lui, il regarde toutes les interviews. Alors, il ne regarde pas les V1, il a des monteurs qui s'occupent de faire V1, V2, V3, mais lui, il intervient à la dernière version pour tout valider. Donc en fait, la journée de travail, c'est vite du 7h du mat, 1h du mat, quoi. Donc c'est vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, il nous expliquait que voilà, lui, il avait dû aussi prendre du recul un moment, partir un peu se reposer, tout ça, parce qu'à un moment donné, en fait, quand tu fais ces rythmes-là, ça explose. Donc il n'y a pas de hasard. On voit, nous, l'extérieur, on voit le média qui passe numéro 1 en 2 ans, on voit que c'est une folie. On peut se dire, ouais, le gars, il vient de la radio, il a du réseau et tout. Mais mine de rien, il n'y a pas de hasard, il y a de la passion, il y a de l'obsession, en fait. Voilà, il y a de l'obsession. Et pour avoir ce genre de résultat, il faut aussi être prêt à payer ce genre de prix. C'est intéressant de voir un gars qui te donne aussi toutes les coulisses et de ne pas courir après un fantasme de, en fait, ça va être facile, même si on le sait, mais de manger à table avec le gars qui t'explique ça et tout, c'est assez inspirant et ça permet d'y voir plus clair aussi. Et ils veulent toujours être à la pointe de comprendre qu'est-ce qui marche en ce moment et tout. Régulièrement, ils essaient de contacter Meta pour avoir des rendez-vous chez Meta, connaître un peu les bonnes pratiques et tout ça, en ce moment, qu'est-ce qui marche, est-ce qu'il faut plutôt qu'on mise sur le vertical, le machin et tout. Et en fait, on lui disait, ah ok, tu connais du monde chez Meta. Il disait, non, on n'a pas de passe-droit, hein. On envoie juste des mails à Meta et avec 3 questions et puis des fois ils répondent. Et voilà, et c'est vraiment une mentalité de pirate, de passionné. Et même dans la culture d'entreprise, il nous disait, nous on est des commandos, ça taffe fort, ça rigole fort. Et si un jour tu n'as plus envie de venir bosser et tout, peut-être que tu as besoin de prendre des vacances ou autre, va te reposer et quand tu reviens, sois à fond. Et nous, on veut que des tueurs. Et vraiment, voilà, il y a aussi cette notion de culture d'entreprise qui était assez intéressante dans le truc. Donc voilà. Ce qui a permis à Legend de tirer son épingle du jeu, c'est qu'ils sont arrivés à un moment où en fait la plupart des interviews elles étaient politisées. À la télé, on tend des traquenards aux invités. On invite les gens sur le plateau pour les défoncer. Alors, il n'a pas mentionné de nom ou autre de qui il parlait, mais en gros, typiquement, c'est tu vas chez Ardisson, t'es Squeezie, en fait, tu te fais détruire la gueule. Et ça, c'est un truc vraiment récurrent. Lui, il a voulu créer un truc apolitisé, bienveillant et neutre, qui donne la parole aux gens et qui ne les juge pas. Que chaque personne puisse venir avec un espace où il peut s'exprimer en fait et où il est écouté et où on fait preuve de curiosité. Si vous regardez par exemple l'émission où Guillaume Play interviewe un psychopathe, en fait dans toute l'émission, il s'intéresse vraiment, il pose des questions, il ne juge pas. Il précise qu'il ne cautionne pas, mais il dit là le but c'est qu'on se comprenne, donc vraiment il ouvre le dialogue. Ils ont eu cette logique aussi pour chaque invité d'aller vraiment faire un travail, de comprendre sur quoi la personne s'est déjà exprimée, de quoi elle n'a pas parlé, sur quoi elle ne s'est pas exposée et sur quoi elle pourrait peut-être envie de se dévoiler, là où en fait on l'amène toujours sur d'autres sujets, pour vraiment créer un espace où la personne peut vraiment s'exprimer sur des choses sur lesquelles on ne l'attend pas généralement. Et ça paraît con, mais en fait dans les médias, quand vous avez un invité qui est bankable sur un sujet, en fait on va le faire parler que de ça, que de ça, que de ça. Par exemple, moi j'ai fait une interview avec un gars qui a traversé la Manche à la nage et avant l'interview il me disait par contre si c'est possible de ne pas parler que de ça parce que dès qu'on m'invite c'est pour parler que de ça et moi en fait on ne me laisse pas le terrain pour m'exprimer sur d'autres trucs. En fait c'est un peu ça aussi l'idée non seulement ça met l'invité dans des meilleures conditions et ça crée un mood qui est meilleur, mais en plus ça va aussi créer une émission qui est unique. Et on ne va pas refaire la même interview qu'il a déjà fait dans les 30 autres médias. Et c'est vraiment Gary Vee appelle ça le day trading attention, c'est-à-dire que le marché de l'attention, c'est un marché d'équilibre d'offres et de demande. Il y a de la demande et il y a de l'offre. Il y a des émissions qui ont déjà traité des sujets, qui ont déjà fait des formats, etc. Et en fait, où est un petit peu l'endroit où nous on peut se positionner pour être un endroit où il y a plus de demandes que d'offres. Ok, en 2020, il allait dire là, TikTok, il y a un virage. Pour l'instant, l'attention, elle est sous-cotée, elle est sous-pricée là-bas. Il n'y a pas assez de créateurs et il commence à avoir de la demande qui monte. Donc si tu y vas maintenant, en fait, tes efforts ils vont être surrémunérés.
Mais voilà, il y a un peu cette logique-là, cette logique de marché qui a été appliquée aussi dans le cas de Legend avec brio. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui a résonné chez vous. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer le média, mais pas forcément comme l'a fait Legend, avec une approche vraiment de toucher le plus de monde possible, parce qu'il y a aussi un coût à ça dont on n'a pas parlé, qui est que en fait, quand tu es exposé, tu peux plus te balader dans la rue, etc. Guillaume, il nous racontait à table un petit peu ses déboires parfois. Alors lui, il s'en foutait un peu en vrai. Il était totalement OK avec le fait de payer ce prix-là, mais il y a des vrais trucs. Hein. On voit aujourd'hui dans la rue des stars ou des femmes de stars qui se font kidnapper. Enfin, il y a des vrais bails, des vrais sujets. Si vous voulez développer plutôt des petites audiences quali et développer un canal de communication pour votre entreprise, on a d'autres vidéos sur la chaîne qui sont faites pour ça. Donc allez voir, vous allez kiffer et je pense qu'on mettra un lien en description pour ça. Et surtout encore merci à Romain Collignon et à toute l'équipe de Squared pour cette super opportunité. C'est vraiment un super mastermind. Donc si vous êtes pro de l'accompagnement et que vous voulez vous entourer de pairs pour développer votre boîte et avoir accès à ce genre d'invités qui viennent faire des confs, vous pouvez vous rapprocher d'eux et y aller les yeux fermés parce que c'est vraiment top. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo là. C'est fait un peu à la coolos, hein. On est en vacances sur la plage tranquillement avant d'aller prendre le petit déj. Donc vous me dites et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.